Bonjour tout le monde. Je m'appelle Marie-Hélène Hiroux. Je suis directrice de la première secondaire au Collège Jean Lamennais à la Prairie. Mais aujourd'hui, je pense que c'est plus mon chapeau d'enseignante en adaptation scolaire, orthopédagogue, conseillère pédagogique que j'ai des chapeaux que j'ai portés dans une ancienne vie qu'on veut solliciter. Donc, je veux juste vous parler de ces élèves-là parce que c'est un sujet qui me passionne puis je pense qu'il faut s'en préoccuper particulièrement en ce moment parce que ce sont eux qui vont être les plus touchés en termes pédagogiques par ce qui se passe en ce moment. Donc, avant de parler spécifiquement des élèves en difficulté, et là, on peut passer à la prochaine diapositive déjà, je voulais juste vous sensibiliser à tout ce qu'on demande à un élève de faire quand il travaille. Des fois, on ne se rend pas compte à quel point on leur en demande beaucoup à nos élèves, autant du primaire que du secondaire. Et j'ai mis en référence un cadre que j'ai beaucoup utilisé comme enseignante, comme conseillère pédagogique et que j'utilise encore comme directrice, qui est le cadre des actions cognitives ou des gestes cognitifs. Donc, rapidement, là, j'en parlerai pas pendant une demi-heure, mais quand on donne une tâche à un élève, on lui demande de décoder de l'information, de comprendre des informations qui lui sont données. On lui demande d'analyser, de faire des liens entre des informations, de faire des liens avec des connaissances antérieures qu'il a. On lui demande de planifier son action. On lui demande de mobiliser des ressources internes à lui, mais des ressources externes aussi. On lui demande d'organiser sa pensée pour la communiquer. On lui demande de réfléchir à son action et de s'ajuster. On lui en demande beaucoup. Puis nos élèves qui sont nos élèves forts, plus ils vont monter plus ils vont vieillir, plus ils vont monter en niveau, plus ces actions-là vont se faire de façon automatisée et presque inconsciente et simultanée. Nos élèves en difficulté, là, chacune de ces actions cognitives-là, ça peut être un nœud qu'il faut dénouer, qu'il faut l'aider à le dénouer. Il y a des élèves pour qui c'est une seule de ces actions cognitives-là qui correspond à un nœud. Je pense entre autres à un élève dyslexique. Bien, lui, c'est vraiment au niveau du décodage de l'information écrite. Dès que j'ai dénoué ce nœud-là pour lui, le reste peut bien aller. Mais on a des élèves pour qui chacune de ces actions-là peut constituer un nœud et je pense qu'en ce moment, à distance, les nœuds là sont très, très, très serrés. Donc, je pense qu'ensemble, il faut être juste conscient de ça et se dire qu'on peut faire des choses pour les aider, même à distance, à dénouer là, les fils qui sont tout emmêlés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va passer à la prochaine diapositive. En fait, je pense que la première chose à faire, c'est de mettre en place des choses qui vont bénéficier à tous nos élèves, mais qui vont aider particulièrement nos élèves en difficulté. OK? Donc, une approche qui est plus universelle. Dans ces actions-là qu'on va poser, on ne nuira pas à notre élève fort, mais on va vraiment aider notre élève en difficulté. Donc, je reprends chacune de ces actions cognitives-là pour vous donner des exemples. Dans le décodage, donc, je vais donner des consignes à mes élèves. Je pense que ça peut être bénéfique pour les élèves plus en difficulté de favoriser la double entrée. Donc, de fournir des consignes qui sont à la fois verbales ou audiovisuelles et écrites. Je m'explique, mon élève qui est dyslexique ou qui a un trouble lié à l'écriture ou à la lecture ou un élève simplement que c'est plus difficile pour lui, la lecture, peu importe s'il a un diagnostic ou pas, bien, de recevoir uniquement une consigne écrite, ça lui nuit, l'audiovisuel va l'aider. Par contre, mon élève qui a des difficultés attentionnelles importantes, il a beau écouter ta vidéo, il se souvient jamais de ce que tu as dit au début quand la vidéo est finie, donc d'avoir un support écrit pour pouvoir se remémorer ce qui a été dit va l'aider. Donc, de fournir des consignes avec la double entrée, ça va aider les élèves. Aussi, d'expliciter clairement les attentes. Il ne faut pas assumer que l'élève en difficulté va comprendre les attentes si elles ne lui sont pas explicitées, même si c'est un travail qu'on a déjà fait en classe, même si c'est toujours les mêmes attentes depuis le début de l'année, etc. Il faut aller un petit peu plus loin et donner des exemples concrets de ce qu'on veut, mais aussi des exemples concrets de ce qu'on ne veut pas. Parce que les élèves en difficulté, souvent, ils ont de la difficulté, excusez-moi pour la redondance du mot difficulté dans les 10 prochaines minutes, là, mais ils ont de la difficulté à saisir l'écart entre ce qu'ils ont fait et ce qui était demandé. Et quand ils ont vraiment la dichotomie, ce que l'enseignant veut et ce qu'il ne veut pas, c'est plus facile pour lui de se positionner par rapport à ce qu'il a fait. Est-ce que ce que j'ai fait ressemble plus à ce que mon enseignante veut ou est-ce que ça ressemble plus à ce qu'elle ne veut pas? Donc, il va avoir plus de facilité à se réajuster puis à s'autoréguler. Ensuite, l'analyse.
Je vais je vais passer plus de temps sur l'analyse là parce que je pense que c'est un des nœuds qui est les plus présents chez nos élèves en difficulté. Là, les élèves en difficulté, ils vont faire des tâches où ils auront besoin d'aller solliciter des connaissances antérieures. Ils vont avoir besoin de faire des liens entre des choses qu'ils ont déjà appris et maintenant ce qu'ils ont à faire. Et normalement, en classe, l'enseignant, quand il fait ce travail-là avec les élèves, il le fait souvent de façon instinctive ou de façon organique ou de façon en plénière. Il va activer les connaissances antérieures de ses élèves. Il va poser des questions aux élèves. Il va leur proposer des tâches qu'ils ont déjà faites pour qu'ils se remémorent ce qu'ils ont appris. Là, mon élève en difficulté, il n'y a pas la classe, la plénière, l'enseignant pour activer ses connaissances antérieures. Il est tout seul avec lui-même. Donc, c'est important de les rendre explicites. Dans cette tâche-là, les connaissances que tu vas solliciter sont et de vraiment les expliciter parce que, bon, faut pas assumer que l'élève va être capable de faire ce travail-là tout seul alors que d'habitude, il a ses camarades de classe et son enseignant pour activer ces connaissances-là avec lui. Pour la planification, je pense que ça a été bien nommé là, par Jean-François, l'importance de morceler les tâches, de proposer aux élèves différentes manières de faire. Donc, je vais passer plus vite là-dessus. Mobiliser des ressources. C'est important de nommer à l'élève quelles ressources il peut utiliser pour faire la tâche. De ne pas, encore une fois, assumer que parce que c'est toujours la page 22 du cahier qu'on utilise pour ce type de tâche-là, que là, il va le savoir que c'est la page 22 du cahier. Non, il faut l'expliciter, il faut le dire. Pour cette tâche-là, tu as besoin d'utiliser telle ressource. Je pense que de cette façon-là, l'élève va être plus organisé dans son travail puis va être capable de faire ça de façon plus autonome. Il ne se retrouvera pas bloqué à ne pas savoir quoi faire. On peut passer à la diapositive suivante. Au niveau de la communication de la pensée, bien, encore une fois, ça a été dit, mais de proposer aux élèves différentes manières de démontrer leur compréhension. Donc, ce ne sont pas toutes les tâches qui ont besoin d'être complétées à l'écrit. Ça peut être fait à l'oral, ça peut être fait par un dessin, par un schéma, ça peut être fait simplement par une photo du travail effectué. Et je pense qu'en différenciant les mécanismes de communication de la pensée ou d'organisation des idées, bien, on va aller chercher un plus grand nombre d'élèves puis on va ratisser plus large. Et finalement, les élèves en difficulté vont avoir beaucoup de difficultés souvent à réviser leur travail. Donc, c'est important de rendre explicite pour les élèves les éléments que l'élève doit revoir dans sa tâche avant de la soumettre. OK, donc une fois que tu auras terminé, je te demande de vérifier A, B et C. Si A, B et C ne sont pas complétés, ben il faut que tu retournes dans ton travail. Je pense que de cette manière-là, en organisant nos consignes et nos tâches de cette façon-là pour tout le monde, on s'en va chercher notre tiers plus faible. Cependant, ça se peut que malgré ça, on ait des élèves qui n'y arrivent pas quand même. OK? Donc, c'est pas magique tout ça, là. Donc, oui, il y a des élèves avec qui il va falloir avoir des contacts qui sont plus soutenus, des contacts qui sont plus directs. Donc, il faut établir des mécanismes d'enseignement synchrone là, avec ces élèves-là, un peu comme le disaient Linda et Jean-François avant moi. Puis, il faut aussi connaître nos élèves. Je pense que les enseignants rendus au mois de mars, à avril presque, connaissent très bien leurs élèves et savent quand est-ce que le soutien est nécessaire pour ces élèves-là. On a des élèves que pour eux, c'est débuter la tâche qui est difficile. Ils ne comprennent pas bien les consignes, ils ne savent pas par où commencer, ils sont désorganisés face au travail qu'ils ont à faire, ils n'arrivent pas à planifier les étapes. Ce sont des élèves qui, en classe, ont ces difficultés-là. Donc, ils les auront à la maison aussi. Alors, à ce moment-là, pour ces élèves-là, le contact synchrone peut se faire avant la tâche. On peut dire à l'élève, avant de débuter, j'aimerais qu'on se rencontre sur Meet ou Zoom ou peu importe la plateforme pour regarder un petit peu cette tâche-là ensemble. Et là, on peut le faire verbaliser sur sa compréhension, on peut lui faire des rappels, on peut l'aider à activer ses connaissances antérieures, on peut lui fournir des pistes, on peut même faire le premier numéro avec lui, là, tu sais, vraiment l'accompagner pour qu'après ça, il soit capable de continuer. Pour d'autres élèves, le problème n'est pas au début de la tâche. Pensez aux élèves qui commencent le travail, ont l'air de voguer sur un bateau puis que ça va super bien. Puis quand l'enseignant ramasse le travail, oh là là, il était vraiment dans le champ. Et si j'avais pu, comme enseignant, l'arrêter en cours de route et le réaligner, on ne serait pas à l'endroit où on est présentement. Alors ça, ce sont des élèves avec qui ça vaut la peine de dire, ben écoute, tu vas commencer la tâche, tu vas faire l'étape 1 et 2 et tu vas arrêter. Et on se rencontre en enseignement synchrone.
On regarde ce que tu as fait jusqu'à présent, je te donne une rétroaction et tu continues ton travail après. Donc ça, ces élèves-là, ça peut être un mécanisme qui est intéressant pour eux. Finalement, il y a d'autres élèves pour qui le problème, c'est après la tâche. Nos élèves qui ont de la difficulté à faire du transfert d'une tâche à l'autre, qui n'arrivent pas à objectiver les apprentissages qu'ils viennent de faire, bien, eux, peut-être que c'est une fois la tâche terminée qu'il faut les rencontrer pour vraiment les aider à réaliser les apprentissages qu'ils ont faits et leur donner une rétroaction qui est plus personnalisée. On pense aussi à nos élèves qui n'arrivent pas à bien réviser leurs tâches. On peut les accompagner dans le processus de révision de la tâche avant qu'ils la soumettent. Donc ça serait des choses qui sont plus individualisées ou peut-être en petits sous-groupes. Et c'est là que l'idée qui a été lancée un petit peu plus tôt de se coordonner en équipe de français ou de mathématiques pour se partager les élèves, ben ça peut être intéressant de fonctionner de cette façon-là. Dernière diapo, j'essaie d'être rapide parce que je sais que tout le monde a des obligations. Donc, je pense que quelques petits éléments, il faut pas oublier qu'on a des élèves qui ont des mesures d'adaptation là, qui sont prévues dans leur plan d'intervention. Puis, sans nécessairement être super à cheval sur tout ça, il reste que l'élève qui, normalement, a du temps supplémentaire pour compléter ses tâches, ben tout d'un coup, il sera pas magiquement rapide à la maison et capable de respecter tous les délais. Donc, c'est vraiment quelque chose pour lequel il faut être conscient. Et on a des élèves qui utilisent des outils d'aide à la lecture et à l'écriture. C'est important de continuer de leur fournir les supports nécessaires pour qu'ils puissent les utiliser. Donc, si, par exemple, le travail qui est donné en français, c'est la lecture d'un roman, ben de s'assurer que l'élève a la version numérisée qui lui permet d'utiliser sa synthèse vocale. Je conclue en disant que l'enseignement à distance, là, ça ne va qu'amplifier les difficultés. C'est pas vrai que ça va les résorber. L'élève qui a des difficultés attentionnelles, là, c'est pas parce que ses amis sont plus autour de lui pour le distraire que tout d'un coup, il devient efficace dans son travail. Il va trouver d'autres choses pour se distraire et ces difficultés de concentration vont se manifester autrement, mais elles resteront présentes et elles seront amplifiées. Donc, il faut vraiment, vraiment avoir un regard particulier pour eux. Puis, je pense qu'il faut mettre des mécanismes en place pour les accompagner de façon plus soutenue et aussi aider leurs parents à les accompagner. Il n'y a rien qui empêche, dans les petits contacts synchrones qu'on peut avoir avec eux, d'inviter papa et maman ou quelqu'un à la maison qui les soutient, si c'est possible, pour vraiment que papa et maman entendent la même chose qui est nommée et puissent ensuite de ça faire la continuité des stratégies qui vont être enseignées ou qui vont être proposées à l'élève. Je termine simplement en citant mon directeur général, Richard Mire, qui a dit ça pour tous nos élèves, mais que je pense que c'est encore plus important pour nos élèves en difficulté. Là, présentement, ce qui est important, ben, c'est d'en faire moins, mais bien, et non trop et mal. Donc, je pense qu'il faut vraiment miser sur la qualité et non la quantité d'apprentissage qu'on va faire vivre à nos élèves. Alors, là-dessus, ben voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Je prends le temps de faire du pouce sur, en fait, de faire un wrap-up de tout ce que tu as dit par rapport aux élèves qui sont en difficulté, puis à ce qui a été dit par rapport au temps d'adaptation. Si nous, on a besoin d'un temps d'adaptation pour cette situation-là, les élèves aussi en ont besoin aussi. Donc, c'est sûr que peut-être les premiers travaux qui vont être remis ne seront pas nécessairement peut-être de la qualité à laquelle on s'attendrait. Donc, d'où l'important de leur poser des questions, d'où l'important de leur donner de la rétroaction qui est bienveillante et ne pas être particulièrement intransigeant et exigeant dans les premiers moments. On le mentionne parce que Normand nous a demandé de passer le message que quelques parents ont déjà passé des coups de fil à la DEP pour dire nos enfants sont en adaptation. Puis là, on reçoit des commentaires comme quoi, des commentaires quand même assez négatifs sur les travaux qu'ils ont faits à distance. Donc, juste comme on vous l'a dit depuis le début, tout le monde est en période d'adaptation, les élèves également. Donc, vraiment, on pose des questions. On est dans la rétroaction bienveillante plus que dans le « t'aurais dû te forcer ». Franchement, la mise en page est toute brouillon. On vise l'essentiel. Donc, merci beaucoup, Marie-Hélène, pour ces stratégies, ces conseils sur les élèves qui sont en difficulté, mais au final, vraiment tous nos élèves, puis pour des conseils qui sont à distance, mais au final qu'on devrait appliquer tout le temps, même en situation normale. Donc, merci beaucoup. Je passe pour le mot de la fin officiel, le flambeau, le bâton de la parole à ma collègue France Legault.
Donc, aujourd'hui, on a eu des beaux témoignages de profs et de direction qui ont mis différents chapeaux pour aborder l'apprentissage à distance. Comment on fait ça dans notre quotidien? Peut-être ils ont déjà commencé à expérimenter là, des éléments clés qui vous ont partagé. Donc, c'est peut-être là un petit coup de pouce pour vos essais que vous êtes en train de faire en ce moment. Mardi prochain, nous allons avoir un récit en direct qui abordera la gestion de classe virtuelle. Donc, comment créer un environnement propice aux apprentissages pendant la situation, dans la situation dans laquelle on est en ce moment. Donc, on vous attend tous mardi prochain pour aborder le sujet de la gestion de classe virtuelle. À très bientôt.